Vous êtes en CDI depuis des années, mais ce n'est pas un contrat de mariage jusqu'à ce que la retraite nous sépare. Si vous ne savez pas s'il faut divorcer avec votre employeur, alors cette vidéo est faite pour vous. Je suis Amalric, expert en négociation de départ, certifié à Harvard, fondateur de rupturepro.com. 5 ans et près de 4000 consultations confidentielles de cadres qui se posent exactement la même question que vous, ce soir en regardant cette vidéo. Voici ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. 6 étapes pour y voir très clair, prendre du recul et vous poser les bonnes questions. Et on commence par la première, vous attendez un signe qui ne viendra pas. Restez avec moi car on verra aussi plus loin un concept très contre-intuitif et que personne ne vous partage. C'est ce que j'appelle la règle de la maïeutique décisionnelle. Allez, on y va. Donc, vous attendez le signal, il n'arrivera pas. Vous êtes dans cet entre-deux depuis trop longtemps. Vous vous dites, il suffira d'un signe, un matin tout tranquille, comme le dit Jean-Jacques Goldman. Mais rien ne se passe et ça fait des années que ça dure. Le point de rupture que vous attendez n'arrivera absolument pas comme un alignement des planètes. Il n'arrivera pas par lettre avec accusé de réception, il arrivera dans la frustration sourde ou la colère, après un mail de trop, après une réunion inutile, après une décision prise sans vous. Et vous partirez en réaction, pas en pleine possession de vos moyens. Trop happé par mon quotidien et je n'arrive pas à me projeter sur l'étape d'après. Cette phrase, je l'entends dans presque chaque première consultation. C'est normal et c'est exactement le problème qu'on va résoudre. En prendre conscience aujourd'hui, c'est déjà le premier pas. Eugène Schwartz, dans Breaking Through Advertising, appelle ça être problem aware. Vous avez conscience, vous savez qu'il y a un problème. Maintenant, on va construire la solution. L'idée, c'est de faire le bilan du couple employé-employeur. Avant de prendre la moindre décision, il y a un travail à faire. Une cartographie honnête, pas des généralités, des faits. Un cadre me contacte l'année dernière, responsable de projet, 11 ans dans la même banque, et il me dit d'emblée « je m'y retrouve plus ». Donc quand je creuse, ça prend 20 minutes avant que quelque chose de précis émerge. Son manager lui confie des missions complexes, en urgence, sans briefing. Ses propositions sont reprises en réunion, sans attribution, et 6 mois plus tôt, il a été écarté d'un appel d'offres sur lequel il bossait depuis 3 mois, sans explication. Ce troisième point avait tout fissuré, mais il ne l'avait jamais nommé. Tant qu'il n'y voyait que l'épuisement général, il tournait en rond. Une fois qu'on avait nommé ces 3 éléments, la conversation est devenue possible. Et il y a 3 types de matériaux à cartographier. Le premier, ce sont les signaux faibles, les comportements que votre employeur ou votre manager adopte ou pas de façon systématique. Il y a les dynamiques aussi répétées. Les boucles, vous exprimez une difficulté, on vous répond que c'est pareil pour tout le monde. Vous proposez, ça reste sans suite. Et puis il y a les événements. Les moments précis qui ont marqué un avant et un après. Par exemple, un entretien annuel qui s'est mal passé, peut-être peu de reconnaissance, un peu humiliant, ou une promotion qui vous a été proposée mais qui vous passe finalement sous le nez, une trahison de confiance. Bref, ces événements semblent anciens, ils pèsent encore. Et Marshall Rosenberg, dans ses travaux fondateurs sur la communication non violente, a montré que nos émotions ne sont jamais arbitraires. Elles signalent avec précision qu'un besoin n'est pas satisfait. Votre ras-le-bol général, si je puis dire, cache des situations très concrètes, factuelles et répétées. Et votre travail ici, c'est de les trouver. Prenez un carnet, 3 colonnes, tac, 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 les signaux faibles, les dynamiques, les événements. Et ne cherchez pas l'exhaustivité, cherchez ce qui vous revient spontanément. Et c'est généralement ce qui pèse le plus. Vous aiguisez votre flair et identifiez des motifs qui se répètent. Ce que les spécialistes appellent les pattern recognitions. On enchaîne tout de suite sur la leçon suivante, mais avant ça, je vous partage gratuitement le support d'exercice qui accompagne cette vidéo. Il y a 6 onglets, un par étape. Vous pouvez noter vos réponses en direct pendant qu'on avance ensemble et repartir avec une cartographie complète de votre situation à la fin de la vidéo. Donc le lien est dans le premier commentaire. Alors attention, faites une copie du fichier dans votre Google Drive avant de le remplir. Cliquez dessus. Donc, ce dont vous avez besoin, mais que l'autre ne vous donne plus. Nommer les faits, c'est nécessaire. Comprendre pourquoi ils font aussi mal, c'est indispensable. Et il y a une raison précise à votre souffrance professionnelle, si je puis dire, et c'est là qu'elle se trouve. Une cadre supérieure dans le secteur pharma avait 16 ans d'ancienneté, des résultats constants, une disponibilité totale pour son employeur, et au moment d'une réorganisation, elle est placardisée.
sur un périmètre, vous savez, un peu réduit, un truc qui lui plaît pas. Bref, sans explication, sans considération pour ce qu'elle avait déjà construit pendant tout ce temps. Quand je lui ai demandé ce qui lui faisait le plus mal, elle m'a répondu par les faits d'abord. La mutation injuste, l'absence de communication, le nouveau manager aussi qui ne la connaissait pas. Et puis, en creusant, elle m'a dit ceci. J'y ai laissé ma vie de famille et ma santé. 16 ans. Et ce qu'elle cherchait depuis le début dans cette relation professionnelle, la reconnaissance, la loyauté réciproque, un sentiment d'appartenance, avait été effacé en quelques semaines, balayé. Et quand on a nommé ça ensemble, quelque chose a changé. Elle ne se demandait plus seulement est-ce qu'ils ont mal agi ou qu'est-ce qui s'est passé. Non, elle se demandait en fait est-ce que cette entreprise est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Et la réponse était devenue limpide. Christina Maslach, psychologue, dont les travaux ont fondé notre compréhension du burn-out professionnel, a identifié 6 dimensions dont la rupture génère l'épuisement. Il y a la charge de travail, le contrôle sur son activité, la reconnaissance, le sentiment aussi d'appartenir à quelque chose, l'équité perçue et l'alignement de ses valeurs, ou avec ses valeurs. Et ce que Maslach a démontré, c'est que les gens ne quittent pas une entreprise parce que le travail est difficile. Non, ils quittent parce que un ou plusieurs de ces besoins fondamentaux ont été niés de façon répétée et que personne dans l'organisation ne s'en est préoccupé sérieusement. Et ce que vous cherchez à cette étape, c'est ça, c'est quel besoin est non satisfait. Pas quel comportement vous agace, pas quelle injustice vous a blessé, mais quel besoin fondamental est en train d'être ignoré. Est-ce la reconnaissance? Est-ce l'autonomie? Est-ce l'équité? L'alignement des valeurs? Ces besoins ne sont pas du luxe. Et quand ils ne sont pas satisfaits de façon persistante, le découragement, la colère sourde qui monte, l'envie de tout lâcher, l'envie d'abandonner, sont des réponses normales à une situation anormale. Alors reprenez ce que vous avez identifié dans la leçon précédente et pour chaque élément, posez-vous une question. Qu'est-ce que cette situation m'empêche d'avoir? Quel besoin est frustré? Est-ce la reconnaissance, l'autonomie, l'équité, la clarté, la loyauté réciproque, l'alignement des valeurs? Mettez des mots dessus. Et quand un cadre arrive à nommer le besoin, pas juste le problème, sa façon de regarder sa situation change drastiquement. Il ne se demande plus est-ce que c'est grave, il se demande est-ce que finalement cette entreprise est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Et cette question, c'est celle qui va tout changer dans les étapes suivantes. Le statu quo, ce que rester vous coûte. Vous avez nommé les faits, vous avez nommé les besoins. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des cadres évitent soigneusement. Calculer le vrai coût de l'inaction. Écoutez bien, un directeur technique, quinzaine d'années d'ancienneté dans une PME industrielle, devenue filiale d'un grand groupe, quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas bougé plus tôt, il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Eh bien en fait, je fais le dos rond jusqu'à ce que les petits soient à l'université. Et ses enfants avaient 7 et 9 ans, quelque chose comme ça, au moment où il prononce cette phrase. Et il avait donc décidé, sans jamais formuler la décision clairement, de s'infliger encore 5 ou 10 années dans une situation qui le détruisait à petit feu. Et ça me fait de la peine, parce que pour des raisons compréhensibles, la stabilité, le crédit, la peur de l'inconnu, mais il n'avait jamais calculé le vrai coût de cette attente. Sur sa santé, sur son couple, sur ce qui allait être dans 5 ans, lui-même. On évolue avec le temps. Et quand on fait ce calcul ensemble, eh bien quelque chose a basculé. Barry Schwartz, et attention, ce n'est pas Eugène Schwartz dont on parlait tout à l'heure, ce sont 2 auteurs distincts. Barry Schwartz donc, était professeur de psychologie sociale et auteur de The Paradox of Choice. Barry a mis des mots sur un mécanisme que beaucoup de décideurs reconnaissent immédiatement. Plus on a le sentiment qu'une décision est complexe, plus on accumule d'informations, plus on pèse les options, et plus la décision devient difficile à prendre. L'excès de délibération génère plus d'anxiété, pas plus de clarté. Et donc ce que Barry Schwartz recommande, c'est de ramener la complexité à des questions simples et concrètes. Pas est-ce que partir est la bonne décision dans l'absolu, mais quel est le coût réel de rester dans des conditions actuelles? Ce coût s'évalue sur plusieurs dimensions. Déjà, mentalement, êtes-vous encore pleinement engagé ou êtes-vous en pilotage automatique depuis des mois? Et puis, physiquement,
Troubles du sommeil, fatigue chronique, maux inexpliqués. Ensuite, professionnellement, continuez-vous à progresser, à apprendre ou stagnez-vous? Et bien sûr, personnellement, votre vie en dehors du travail est-elle protégée? Ou l'entreprise empiète-t-elle sur votre énergie, sur votre temps, sur vos humeurs, sur votre présence? Et enfin, la question que j'entends rarement, mais qui compte le plus à long terme, dans 10 ans, de quoi allez-vous avoir envie de vous souvenir de cette période? Projetez-vous. Albert Hirschman, dans Exit, Voice and Loyalty, a nommé ce piège avec précision troublante. Le piège de la loyauté passive. On reste par fidélité à ce qu'on a investi. On a investi du temps, de l'énergie, de l'identité, sans que ça serve ni la relation, ni soi-même. Et Daniel Kahneman, Nobel d'économie, a expliqué pourquoi ce piège est si difficile à voir. En fait, notre cerveau amplifie automatiquement ce qu'on risque de perdre en partant et minimise ce qu'on pourrait gagner. Et le biais du statu quo, c'est ça. Rester semble sûr, mais rester dans une situation qui se dégrade n'est pas neutre. C'est une décision passive dont vous ne sentez pas les effets immédiats, mais dont vous payez le prix chaque jour. Et donc si on en revient à cette question dans 10 ans, de quoi je me souviens, mais dans 10 ans, à votre avis, quel est le prix que vous aurez payé? Et êtes-vous capable aujourd'hui de vous projeter en disant tous les jours je vais payer pour qu'à la fin l'addition soit salée? Donc maintenant prenez une feuille. 4 lignes. Santé, famille et vie perso, trajectoire professionnelle, estime de soi. Et pour chacune, notez honnêtement. Si rien ne change dans les 12 prochains mois, quel sera l'impact? Pas ce que vous espérez, ce que vous observez déjà. Cette évaluation n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous donner une base honnête. Parce qu'on ne peut pas prendre une bonne décision en ignorant le coût de l'inaction. Le fameux « je me demande ce que je fous là », cette phrase, elle me revient souvent en consultation. Elle n'est pas un signal de faiblesse, c'est un signal de lucidité. Et la lucidité, c'est le point de départ de tout le reste. Alors avant de passer aux 2 dernières étapes, celles qui concernent la conversation avec votre employeur et la lecture de sa réponse, je veux faire une pause. Si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez, si vous avez reconnu votre situation dans ce calcul du coût de rester, c'est peut-être le bon moment pour y réfléchir sérieusement avec quelqu'un qui connaît les mécanismes de ces décisions. Une négociation de départ ne s'improvise pas. La rupture professionnelle, ça ne se fait pas à la When Again to Beast to Fly, où j'y vais en mode par-dessus la jambe. Non, elle se prépare. Et cette préparation commence bien avant que vous ayez officiellement décidé de partir. Elle commence maintenant. Dans cette phase de réflexion, quand vous avez encore le temps de construire une stratégie solide. Si vous voulez construire cette stratégie étape par étape, avec quelqu'un dans votre coin, prenez un rendez-vous sur rupturepro.com. C'est confidentiel et c'est là pour vous aider à y voir plus clair, sans vous pousser dans une direction, mais en vous donnant les éléments pour décider par vous-même. Maintenant, revenons à nos moutons. Le fameux « chéri, il faut qu'on parle » ou avoir finalement la vraie conversation avec votre employeur. Donc vous avez identifié ce qui ne va plus. Vous avez nommé vos besoins, vous avez évalué le coût de rester. Maintenant, vient l'étape la plus délicate et la plus décisive. Parlez à votre employeur. Pas comme vous l'avez peut-être fait jusqu'ici. Autrement. Beaucoup de cadres me disent à ce stade, en fait j'ai déjà essayé d'en parler, ça ne sert à rien. Ou alors, j'hésite, je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Ou alors, dans tous les cas, ils feront la sourde oreille, je connais la chanson, ou je connais la conclusion, si on n'est pas content, on prend la porte. Et je les comprends, parce qu'ils ont essayé, plusieurs fois, parfois. Mais ce qu'ils ont fait, dans la plupart des cas, c'est parler de faits, des faits. Du comportement du manager, de la décision injuste, du projet qu'on leur a retiré. Et à chaque fois, la conversation a tourné en défense, en justification, en argument contre argument, et ils sont repartis avec le sentiment que rien n'avait changé. Et ce n'est pas parce que la conversation est impossible, c'est parce que ce n'était pas la bonne conversation. Une ingénieure senior que j'accompagnais avait tenté plusieurs fois de soulever avec son directeur la question de sa trajectoire d'évolution. Et à chaque fois, il répondait par des généralités rassurantes. Mais t'inquiète pas, on y pense. Oui, c'est dans nos plans. La conjoncture n'est pas favorable. Prends ton mal en patience. De toute façon, t'es au chaud. Voilà, toutes ces choses-là. Et elle repartait légèrement soulagée sur le moment, et frustrée quelques jours plus tard quand elle réalisait que rien n'avait bougé. Elle avait parlé de l'évolution de poste. Pas de ce que
ce manque d'évolution lui faisait vivre, pas de ce dont elle avait besoin. Et son directeur avait pu répondre à la surface sans jamais vraiment entendre le fond. Alors voici la distinction qui change tout. La plupart des gens parlent des comportements, des faits, des événements, et leurs interlocuteurs répondent à ces faits en les contestant, en les minimisant, en les contextualisant. Et le dialogue devient un échange de positions, pas une vraie conversation. Ce que je vous propose, c'est de changer ce niveau. De ne plus parler des faits en surface, mais de parler de ce que ces faits vous font, de vos besoins non satisfaits, de l'impact, de ce que vous cherchez réellement dans cette relation professionnelle. Marshall Rosenberg a construit une méthode entière autour de cette idée. Quand on exprime un besoin et l'émotion qui est associée, au lieu d'accuser un comportement, on crée les conditions d'une vraie écoute. Pas parce que l'autre devient parfait, mais parce qu'on lui donne quelque chose à entendre qui ne l'oblige pas à se défendre. Donc dans le contexte professionnel, ça ressemble à quoi? Eh bien déjà, ça ne ressemble pas à «vous m'avez écarté de ce projet sans explication», mais plutôt «quand j'ai été écarté de ce projet, après 3 mois de préparation, j'ai ressenti quelque chose de fort, une forme d'injustice et de mise à l'écart. Ce dont j'ai besoin de comprendre, c'est comment vous me voyez dans la trajectoire de cette équipe. Parce que ce sentiment d'appartenance, il est important pour moi si je veux continuer à m'engager pleinement.» Ah ah! Vous voyez la différence là? Au-delà du fait que je sois plus long? On ne dit plus «Eh, vous avez mal agi», on dit «voilà ce que j'ai vécu, voilà ce dont j'ai besoin, voilà pourquoi ça compte.» Donc ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une garantie d'obtenir ce qu'on veut, mais c'est une façon de tester quelque chose d'essentiel. Est-ce que votre employeur est capable d'entendre votre expérience? Et cette question, donc sa capacité à vous entendre, est précisément ce que vous venez de mesurer sur cette conversation. Un dernier point important d'ailleurs sur la forme, c'est que cette conversation n'est pas unique. Ce n'est pas un ultimatum. Ça ne se règle jamais d'un coup de baguette magique. Non, c'est un processus qui s'étend sur plusieurs semaines, plusieurs échanges, voire parfois plusieurs interlocuteurs. Ce que vous cherchez, c'est un signal cohérent dans le temps, pas juste une réponse à chaud un mardi matin entre 2 rendez-vous. Donc avant d'avoir cette conversation, préparez-la par écrit. Pas pour réciter un texte, mais pour clarifier votre pensée. Répondez à 3 questions sur le papier. Qu'est-ce que j'ai vécu qui ne va plus? Ça, c'est la première chose, en termes de ressenti, pas juste de fait. Quel besoin n'est pas satisfait dans cette relation professionnelle? Et qu'est-ce que j'espère que mon employeur puisse reconnaître ou comprendre? Et posez-vous cette question supplémentaire, souvent révélatrice. Si mon employeur entendait vraiment ce que je vis, qu'est-ce que j'espère qu'il dirait? Pas ce que vous attendez qu'il dise, ce que vous espériez entendre si vous rêviez la conversation. Donc ça fait un peu un travail de visualisation. Projetez-vous. Eh bien, cette réponse imaginaire vous dira quelque chose d'important sur ce dont vous avez vraiment besoin. Savoir quand c'est vraiment fini. Parce que là, vous avez eu une conversation, vous avez exprimé votre vécu, vos besoins, ce que vous cherchez dans cette relation professionnelle. Maintenant vient l'étape finale et la plus importante. Lire la réponse que vous obtenez, avec précision, et la laisser vous guider. Alors, je vais vous parler de 2 types de réponses que j'observe, encore et encore, dans les cas où les cadres ont eu cette conversation avec leur employeur. Le premier type, c'est ce qu'on pourrait appeler la réponse de surface. En gros, le manager hoche la tête, il dit oui, je comprends, il reconnaît que les choses ont été difficiles et il promet que ça va changer. Peut-être même qu'il annonce une réorganisation qui va tout régler, ou une prime de reconnaissance, une augmentation de salaire, ça je l'entends tout le temps, ou une nouvelle mission plus motivante. Et vous, vous repartez, un peu moins sûr que rien n'a changé, mais quand même. 2 mois plus tard, rien n'a bougé. Et vous vous retrouvez exactement au même endroit, avec en plus le sentiment d'avoir été pris en charge et lâché, comme ça. Plus de son, plus d'image. Et c'est un peu cette expression « donner la patte pour avoir une croquette en fin d'année ». Je m'explique. Un cadre qui m'avait consulté l'an dernier avait 17 ans d'ancienneté dans un groupe de service. Il était responsable d'une équipe de 20 personnes. Et il m'a raconté avoir eu cette conversation 4 fois en 18 mois. 4 fois. Et à chaque fois, son DG lui avait donné quelque chose. Une prime, une nouvelle mission, une promesse de mobilité interne, 3e fois. Et à chaque fois, ça avait suffi à le calmer quelques semaines. Et puis la situation s'était redégradée. Et il me disait, en fait, je ne me plais plus dans mon travail, dans mon entreprise.
Et ce n'était pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il avait continué à espérer une réponse différente sans jamais changer de question. Et donc le deuxième type de réponse, c'est plus rare, mais il existe. Le manager ou le DG s'arrête vraiment. Il ne cherche pas à vous rassurer immédiatement, il pose des questions. Il reformule ce qu'il a entendu, il reconnaît que quelque chose de réel s'est passé, que votre vécu est légitime, pas nécessairement en acceptant tous vos griefs, mais en montrant qu'il entend la profondeur de ce que vous vivez. Et ce deuxième type de réponse, c'est le signe que la porte à une vraie amélioration est peut-être encore ouverte. Le premier type, c'est le signe que cette porte est fermée. Donc ce que vous cherchez dans la réponse de votre employeur, c'est de l'empathie. Mais l'empathie, c'est un mot souvent mal compris. Il faut le décomposer. L'empathie professionnelle, authentique, ce n'est pas « je comprends », prononcé vite fait, bien fait, pour passer à autre chose et puis on tourne la page. Non, ce n'est pas une promesse de changement. Ce n'est pas un geste commercial, une prime, une formation ou je ne sais trop quoi, une nouvelle fiche de poste. Non, ce n'est pas comme ça qu'on répond aux symptômes sans jamais toucher au fond. L'empathie authentique a 3 dimensions. Alors, la première dimension, c'est la reconnaissance. Votre interlocuteur confirme qu'il a entendu ce que vous avez dit. Il reformule. Si je comprends bien, Malric, ce qui vous a le plus touché dans cette situation, c'est blablabla. Bla. OK. La deuxième dimension, c'est la validation. En fait, votre manager reconnaît que votre ressenti est légitime. Il ne conteste pas votre expérience. Et la troisième dimension, elle est plus rare et donc plus significative, c'est la connexion. Il y a un moment dans l'échange où votre interlocuteur sort du rôle du gestionnaire et touche quelque chose de plus humain. Il vous dit quelque chose qui montre qu'il comprend non seulement les faits, mais aussi ce que ça vous a coûté. Et ce troisième niveau est rare dans les organisations. Mais quand il existe, il change tout. Herminia Ibarra, professeur à London Business School et auteur de Working Identity, a montré dans ses recherches que les grandes transitions professionnelles ne s'opèrent pas d'abord par la réflexion. Elles s'opèrent par l'expérimentation et l'observation. On essaie quelque chose, on tente, on observe ce que ça renvoie. Et c'est ce retour qui construit la clarté. Pas la délibération intérieure, non, c'est ce que vous faites en ayant cette conversation avec votre employeur. C'est exactement ça, c'est du test and learn. Vous expérimentez, vous testez et la réponse que vous obtenez est l'information expérimentale la plus précieuse que vous puissiez avoir pour prendre votre décision. Et il y a quelque chose de stratégiquement important à comprendre, que j'explique d'ailleurs à chaque consultation. Si vous avez eu cette conversation, mais vraiment eu, plusieurs fois de différentes manières sur une période d'1 à 3 mois, et que vous n'avez pas obtenu cette reconnaissance, cette validation, cette connexion, alors le manque d'empathie de votre employeur ne devient pas seulement une raison de partir, il devient la raison de partir. Et ça change complètement la nature de la conversation sur la rupture conventionnelle si vous décidez de l'ouvrir. Parce que vous ne partez plus parce que vous avez craqué, parce que vous avez voulu démissionner dans un moment de colère. Vous partez parce que vous avez fait votre part. Vous avez communiqué, vous avez testé. Et la réponse que vous avez reçue a été claire. Et d'ailleurs, Adam Grant, psychologue et auteur de Think Again, dit que notre plus grande erreur n'est pas de prendre de mauvaises décisions. C'est de ne jamais remettre en question les décisions que nous n'avons pas consciemment prises. Parce que nous attendons que quelque chose d'extérieur nous force la main. Rester sans jamais vraiment tester, sans jamais vraiment observer la réponse, c'est aussi une décision. Passive, avec un coût que vous payez chaque jour, en silence. Vous avez testé, vous partez par le haut. Et après chaque échange significatif avec votre employeur sur ces sujets, posez-vous 3 questions. Est-ce que j'ai senti que mon vécu a été vraiment reconnu, pas juste entendu en surface, mais reconnu comme légitime? Est-ce que j'ai senti que la conversation a changé quelque chose dans la façon dont mon interlocuteur finalement me voit, me traite, même légèrement? Et est-ce que le même schéma se répète? La même réponse de surface, les mêmes promesses sans suite, la même minimisation. Ça, c'est important. Et c'est ce que j'appelle la maïeutique décisionnelle. C'est l'art de poser les bonnes questions pour faire accoucher la vérité de la relation. Pas chercher la réponse à l'extérieur, non, la faire émerger par le questionnement. Et Socrate l'avait compris il y a 2500 ans. Ça s'applique aussi au divorce professionnel. Et si après plusieurs échanges, sur plusieurs semaines, les réponses sont non, non et oui, vous avez votre réponse.
On est arrivé au bout de la relation avec mon employeur. C'est simple. Ce n'est pas une formule de colère, c'est une formule de clarté. Et il y a une grande différence entre la colère et la clarté. Il ne vous reste plus qu'une question à vous poser. Pas est-ce que je pars, non, mais est-ce que je pars préparé ou subi? Prendre les devants avant d'être remercié. Ou alors plutôt une sortie construite, propre, avec un matelas financier et votre dignité intacte. La reconnaissance que vous méritez. Une sortie juste à vos yeux. Et la réponse de votre employeur vous a donné la clarté. La rupture professionnelle vous donne la méthode. Vous avez maintenant les 6 étapes. Vous savez quoi nommer, quoi chercher, quoi mesurer, quoi dire et comment lire la réponse. Vous savez quand c'est vraiment fini. Voici une dernière idée, contre-intuitive, et que personne ne vous dira jamais dans votre entreprise. La rupture professionnelle est tabou. N'en parlez jamais. Pensez-y toujours. Spontanément, on se dit que la rupture professionnelle est faite pour être demandée. Un peu comme ce contrat de mariage qu'on signe en CDI et dont on peut demander le divorce à l'amiable. Alors vous êtes soulagé de savoir que cet outil existe, alors vous le demandez. C'était une erreur fatale. C'est l'erreur. Le jour où vous formulez cette demande, à l'oral ou par écrit, même en sous-entendu, les phrases du style qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entendre, ou alors il n'y a pas une possibilité à l'amiable, ou alors moi je partirai pas sans rien, donc qu'est-ce que vous pouvez proposer? Non, tout ça, vous transférez en fait tout le pouvoir de négociation de l'autre côté de la table. Vous signalez que vous voulez partir, et votre DRH, dont le métier est quand même de défendre les intérêts de l'entreprise, pas les vôtres, n'a plus aucune raison de vous offrir quoi que ce soit. Ou alors ce sera râler pâquerette au minimum légal. Quand on a 15-20 ans d'ancienneté, c'est un peu dommage. Et là, en fait, vous vous placez en double faiblesse, professionnelle et psychologique. Parce que si l'indemnité liée à vos années de banlieue service vous semble évidente, pourquoi le serait-elle pour eux? C'est leur argent. Pourquoi ils vous paieraient pour partir? En plus, ils vont payer des taxes dessus. Donc la rupture professionnelle ne se demande pas. Elle doit venir à vous. Comment? C'est exactement ce que je vous explique dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je pars, je me prépare.